de travail au sein de la faculté avec d'autres internes. Puis, on a rejoint l'Alliance Santé Planétaire, qui est une association nationale qui se rattache à la Planetary Health Alliance, et elle, une association mondiale sur le thème de la santé planétaire. Et c'est pour ça qu'on voulait intervenir très tôt aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le sujet et les liens avec la médecine générale. Donc, je suis plus interne en médecine générale depuis le mois de mai, je suis un remplaçant. Je suis en train de faire une thèse sur le sanitaire et surtout sur le rôle du médecin généraliste, parce qu'il y a eu un cheminement personnel et je me suis demandé comment j'allais pouvoir attacher ça à ma pratique. Ça me paraissait compatible. Et j'ai découvert en fait le sujet de la santé planétaire qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire ça de manière un peu interactive. Ça va se faire en 3 temps. T'as pas du coup, dans un premier temps, on fera une sorte d'image de mots. On va découvrir un petit logiciel. Vous allez pouvoir, avec votre téléphone, écrire un mot dessus qui va apparaître à l'écran normalement. Comme ça, on va avoir à peu près des idées. Ensuite, on fait une présentation de 45 minutes à peu près. Donc là, c'est un peu plus vertical, c'est un diaporama. On va définir la santé planétaire et puis on va vous expliquer vraiment ce domaine scientifique en quoi ça consiste. Et à la fin, on reviendra avec vous de manière interactive. Cette fois-ci, on est dans une sorte de brainstorming où les mots du départ, on verra comment ça aura évolué après la présentation. Donc, on va commencer tout de suite. Du coup, on garde ça. De quoi? Ça ne fonctionne pas. Ok. Donc, normalement, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, si vous faites un peu de pédagogie, peut-être que... Ouais. Nous, on vient de le découvrir, mais apparemment, c'est pas mal. Donc, soit vous flashez le QR code, soit vous avez la barre aussi wooclap.com/santé planétaire qui fonctionne aussi sur un navigateur. Il n'y a pas de question aussi. Ouais, ça va arriver. Tout le monde a pu le faire déjà? Ouais. Ok, donc si tout le monde est connecté, on va lancer. Hop. Donc c'est une question toute simple. Et à la fois compliquée. Et à la fois compliquée. Oui, c'est des. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez aussi liker les mots des autres qui vous paraissent importants, comme ça les fait grossir. Normalement, ça devrait être un peu dynamique. On va voir. On a fait le test de notre côté, ça a fonctionné, ça marche avec vous aussi. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, super. Un environnement aussi gros, vous nous faites plaisir déjà. Ah, d'accord, c'est vrai. C'est bon. On se donne 5 petites minutes comme ça, voire peut-être un peu moins. Et vous pouvez voir les mots des autres et les faire un peu, c'est ça? Ouais. Ah non, vous pouvez aussi le faire.
de santé de professeur. Vous avez la possibilité de bloquer avant le temps. De quoi? Vous pouvez le bloquer avant la fin du temps. Si vous voulez. Ouais. Ici? Tu veux dire là? Ça va bloquer les réponses? Ok. Je pense que là, c'est bon pour tout le monde. On va clôturer, comme ça on aura un peu plus de temps pour le reste. Hop, vous ne pouvez plus voter. Magnifique. Donc oui, on voit pas mal de petites choses. Donc on s'en servira vraiment à la fin. C'est juste pour vous exposer, pour vous lâcher un peu sur ce que pourrait, comment vous définissez la santé, de quoi dépend la santé. Donc on va passer à la présentation. Je mes notes. Donc c'est parti. Donc voici le sujet qu'on va vous présenter, donc la santé planétaire. Donc c'est un domaine scientifique qui existe depuis 2015 environ. Nous c'était important avec notre formation qui est fondée sur les preuves, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de très solide, surtout si notre intention c'était de faire connaître ce domaine à notre communauté médicale, à nos confrères et consoeurs. Donc, c'est un domaine émergent. Peut-être que vous le connaissez déjà, on va voir. En tout cas, on a décidé aujourd'hui de vous le présenter de cette façon. Donc, on va prendre un peu de recul. On va essayer de définir en fait ce que c'est que la santé planétaire. Vous avez peut-être manqué une chaise. Alors, vous n'avez pas loupé grand-chose, on a juste fait un nuage de mots. Et là, on est en train de commencer la petite conférence. Donc, comme je disais, on va essayer de définir la santé planétaire. On va aussi redéfinir la santé, parce que on est dedans, donc parfois, ça fait bien de prendre du recul et de se reposer des questions. En fait, qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce qui détermine cette santé? On va vous parler d'un exemple concret, pour ne pas rester trop dans la théorie non plus. Exemple concret d'éco-bénéfices. Ensuite, on va en revenir sur ce qu'on appelle les urgences planétaires. Donc, on pourrait les définir par d'autres mots, les changements environnementaux globaux, la crise écologique globale, les bouleversements environnementaux. Il y a plein de formules pour dire un peu la même chose, et on verra les impacts que ça a sur notre santé. Déjà aujourd'hui, et puis ce qu'on pourrait s'imaginer pour l'avenir. Donc, on a fait le pari d'en sélectionner 3 qui sont scientifiquement connues comme étant celles les plus dangereuses, les plus impactantes sur la santé. Le changement climatique, la biodiversité et la pollution au sens très large, de l'air, de l'eau, du sol. Et on va s'interroger sur en fait des objets aussi gros, des hyper méga objets comme ça, en quoi ça a une place en médecine générale. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Est-ce qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que ça dépend aussi de nous? Donc, on va essayer de se poser des questions aussi là-dessus. Et à la fin, on reviendra dans un temps de questions-réponses avec un brainstorming sur cette présentation. Hop. Donc, pour vous donner une petite définition, plusieurs définitions de la santé planétaire, la première personne à en avoir parlé, en fait, c'est Héraclite, il y a 2500 ans, quand il disait que la santé de l'homme était le reflet de celle de la Terre. La santé planétaire, le principe général, c'est de se dire que notre santé, la santé humaine, est liée à celle de la planète. Il faut arrêter de lui nuire et plutôt préserver à la fois la santé humaine et celle de la Terre ensemble. Ce qu'on s'est dit avec Anthony et d'autres internes quand on a lancé notre travail, c'est qu'on n'en avait jamais entendu parler pendant les 6 années d'études, ni pendant, enfin, 6 années d'études théoriques, ni pendant l'internat. Et qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on commençait à voir tous les liens qui existaient. Donc, je voudrais vous montrer aujourd'hui pourquoi c'est une urgence de s'y former et quel lien ça a avec la médecine générale en particulier.
Donc ça, c'est une petite photo de deux belles chouettes chevêches que j'aime beaucoup, parce que je m'y reconnais un peu. J'étais dans une sorte de silo, on parle de silo disciplinaire qui en fait occulte un peu le reste. Et au départ, j'étais concentré sur le biomédical, les études faisant, la formation faisant. Et puis petit à petit, plutôt l'aspect perso me ramenait des questionnements sur ma pratique. Je me disais, mais en fait, il y a vraiment des choses que je n'avais pas pu voir, parce que je n'avais pas été formé. On ne m'avait pas exposé à ces informations, à ces connaissances. Donc, j'ai continué à osciller entre les yeux à demi fermés, comme celle de la chouette de gauche, et puis halluciner avec les chouettes de droite. Donc, ça, c'est des petites définitions encore de la santé planétaire. Donc, il y a plein de définitions possibles. Il y en a une qui est officielle, qui est parue dans le Lancet avec un article qui fait vraiment méta-analyse et qui explique les liens, qui sont encore très actuels aujourd'hui, même si la science évolue vite. Mais on aime bien aussi cette petite phrase du docteur David Servan-Schreiber, par exemple, un neurologue qui a eu un glioblastome qui est décédé il y a quelques années, et qui, au moment où il s'est confronté à sa maladie, il a revu complètement sa pratique. Et dans ses livres qu'il a pas mal vulgarisés, il explique qu'on ne peut pas vraiment vivre en bonne santé sur une planète malade. On a aussi Aldo Léopold, qui est un peu plus âgé et qui est décédé il y a un peu plus longtemps, qui faisait le constat en fait que aujourd'hui, ce qui était vraiment en premier, c'était plutôt la santé économique, en pensant que cette santé économique permettait d'accéder à une meilleure santé. Il y a la Planetary Health Alliance, donc ça c'est vraiment la maison mère, c'est basé à Harvard, plutôt anglophone, qui explique tout simplement que c'est la santé des êtres humains et la santé des systèmes naturels dont elle dépend. Ça c'est important, parce qu'il y a une relation, il y a une interdépendance, mais il y a surtout le fait que notre santé, elle dépend avant tout en amont de systèmes naturels qui vont pouvoir nous fournir nos conditions de base et remplir nos besoins fondamentaux. Et enfin, il y a une menace qui est celle du changement climatique, qui depuis 2009 depuis 2009, en fait, le Lancet a dit cette phrase dans un de ses rapports, que c'était la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle, et l'OMS depuis l'a repris une multitude de fois. Mais initialement, ça vient du Lancet en 2000. Alors, ça, c'est moi aussi. Donc, le docteur Sam Myers, c'est un des pères fondateurs, en fait, directeur de la Planetary Health Alliance, qui explique que la science de la santé planétaire démontre en fait que la dégradation de notre planète, des écosystèmes de nos milieux de vie, constitue un vrai danger de santé. Ce sont des urgences de santé, on devrait les définir comme ça aussi, et que ça concerne absolument tout le monde, avec des impacts différenciés en fonction du niveau de richesse d'une nation, d'un peuple. Et il y a une question en fait qui est centrale et qui va être un peu le fil conducteur, c'est dans quel monde voulons-nous vivre, quel choix de société on va pouvoir faire en ayant conscience, en ayant pris conscience de ces impacts. On voulait zoomer un petit peu sur l'espérance de vie qui depuis, en fait, jusqu'aux années 50 a augmenté de façon linéaire et depuis est atteinte d'inertie. On se rend compte qu'on a beaucoup amélioré l'espérance de vie, surtout la vie des enfants, en supprimant toutes les maladies infectieuses dans la première moitié du XXe siècle, et que maintenant, ils sont atteints de plus de handicaps, de troubles mentaux, que la couverture vaccinale est en train de baisser, qu'il y a de nouveaux problèmes comme l'obésité infantile et l'asthme de l'enfant, et que, évidemment, ils sont atteints les premiers par la pollution. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Le déclin de la vie sur Terre, donc que ce soit l'espérance de vie des humains, de la vie des écosystèmes, montre qu'il faut vraiment changer dès maintenant. Sinon, on risque de perdre les avantages qu'on a acquis au cours du XXe siècle en matière de santé. Donc, on vous parlait du Lancet. C'est la première revue à avoir vraiment défini la santé planétaire. Et donc, elle dit que ça a pour but d'analyser les liens entre les activités humaines et leurs conséquences sur les écosystèmes et sur leur santé. Et le but aussi, c'est de mettre en place des solutions, évidemment, pas simplement de faire le constat. C'est apparu pour la première fois en 2015 dans la revue, et maintenant, il y a une revue spécialisée qui s'appelle The Lancet Planetary Health, qui a été lancée en 2017.
Donc, l'un des intérêts de cette approche, concrètement, c'est de mettre en place des actions qu'on appelle des co-bénéfices santé-environnement via différents domaines. Donc, on peut s'intéresser, il y en a 3 qui a été mis en valeur par la revue médicale suisse dans un très bon papier qui date d'il y a quelques mois. Ils se sont focalisés sur l'alimentation, sur la mobilité et aussi le contact avec la nature et ses bienfaits. Donc, on peut revoir un peu nos modes de vie en fonction de cette approche. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est les actions bénéfiques qu'on apporte à la planète en restaurant, par exemple, un écosystème, en revégétalisant une ville pour limiter les îlots de chaleur urbains. Cet effet va aussi générer une action bénéfique pour l'homme ensuite en retour. Et la même chose au niveau de l'humain, l'alimentation. Si on a une alimentation plus variée, plus végétale, l'impact de cette agriculture pour fournir cette alimentation végétale restaure la biodiversité au niveau des champs, au niveau du maraîchage. La santé humaine est en meilleure aussi santé pour plein de maladies chroniques qu'on connaît très bien. Donc voilà, il y a à chaque fois des bénéfices. C'est ce qu'on appelle une stratégie gagnante-gagnante. Donc pour l'illustrer encore un peu plus, on peut se focaliser au niveau d'une ville. Donc si on arrive à avoir structurellement organisé la ville pour que les transports soient beaucoup plus actifs, marche, vélo, donc en organisant les choses pour que ce soit plaisant, pour que ce soit sécurisant, on se rend compte qu'on aura moins d'impact négatif de la voiture, parce que la voiture génère en effet un certain nombre de problèmes, pollution, bruit, accidents de la route, etc. L'activité physique va favoriser la santé par plein de voies différentes. Cette mobilité active va rejouer en fait l'espace public. Il y aura beaucoup plus de lieux pour se balader, pour se déplacer à pied ou en vélo. On pourra en effet emmagasiner aussi plus d'espaces verts et de jardins urbains, et l'alimentation qui va en découler va faire en sorte qu'il va y avoir plein d'effets sur la santé. Ça va réduire l'obésité, il y aura plus d'activité physique, parce que s'il y a des jardins urbains, c'est aussi une activité physique qui est très saine. Ça va occasionner des bienfaits sur le système immunitaire avec un microbiote qui sera plus enrichi, par exemple. Et aussi, le fait de transformer la ville en ramenant des espaces de nature, ça a également été prouvé que ça réduisait le stress, ça réduit les effets d'îlots de chaleur urbains. Ici à Lille, on en reparlera, mais c'est une problématique assez forte. Il y a environ 7 degrés d'écart entre la citadelle, qui est l'espace vert, et le centre-ville. Donc, dans une période de canicule, 7 degrés, c'est pas négligeable pour une grosse partie des populations vulnérables. Il y a aussi un capital social qui est connu au niveau des rencontres. On a spontanément des attitudes plus pro-sociales dans ce genre d'environnement. Il y a plus de biodiversité. On verra aussi que la biodiversité est très importante pour notre santé. Donc, la définition en fait, des co-bénéfices, c'est les choix quotidiens, les changements clés que les personnes, patients, peuvent faire dans leur propre vie, que nous, on peut inciter à leur faire en consultation, qui conduit simultanément à un bénéfice pour leur propre santé et pour celle de l'environnement. Donc, c'est la Wonka qui a fait un appel en 2019 pour tous les médecins généralistes, c'est l'Association mondiale de médecins généralistes, qui nous a pas mal marqué à l'époque et qui a participé à développer le domaine de la santé planétaire. Donc, vous me demandez en début de l'intervention ce que vous considériez comme déterminant de santé. Pour revenir un petit peu sur la définition de santé, l'Institut national de santé publique au Québec dit qu'il y a environ 75% de facteurs qui influencent la santé qui ne sont pas en fait d'origine médicale. Donc, ça va être à la fois la biologie humaine, hein, évidemment, on a tous une génétique différente, ça va être les habitudes de vie, ça va être l'organisation des soins de santé, mais aussi les environnements, donc l'état des milieux, le cadre de vie, l'entourage social. Et donc, en tant que médecin, il faut considérer notre patient comme étant peut-être un patient malade, mais également un patient santé planétaire, c'est-à-dire qui dépend de son environnement. Donc, pour revenir sur les déterminants de santé, encore une fois, la santé résulte d'une interaction constante entre l'individu et son milieu. Donc, ça va être à la fois la personne, le style de vie, les communautés qui l'entourent, l'économie locale, les activités qu'il a, l'environnement qui est bâti autour de lui et l'environnement naturel. Donc, c'est plus vraiment l'absence de maladie, mais l'interaction constante entre l'individu et son milieu.
Pour définir une bonne santé, il est nécessaire d'être au-dessus de ce qu'on appelle le plancher social. Le plancher social, c'est ce qui comprend tous les besoins humains fondamentaux, donc l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, l'égalité des sexes. Ça peut être l'emploi, la voix qu'on a dans la société, la résilience, l'éducation, le revenu, etc. Avec donc des besoins physiologiques à la base, des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la pyramide de Maslow. Donc, il y a ce plancher social et il y a également quelque chose qu'on appelle le plafond écologique qui est défini par les sciences de la Terre comme la zone de sécurité pour les activités humaines qui, en fait, est dépassée. On a dépassé beaucoup de limites planétaires déjà à l'heure actuelle. C'est par exemple le cycle de l'azote et du phosphore. Ça va être l'acidification des océans qui est déjà en train de dépasser la zone de sécurité, le dérèglement climatique, le changement d'utilisation dans les sols, l'érosion de la biodiversité. Donc tout ça, c'est des signes qu'on est en train de dépasser le plafond écologique. Et on sait que pour avoir une bonne santé, pour être dans un espace viable, pour être en bonne santé, il faut être entre ce plancher social et le plafond écologique. C'est ce qu'on appelle la théorie du donut. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais donc, c'est un gros cercle avec dans le plancher social tout ce que je vous ai décrit au début et l'espace viable qui est entre ce plancher social et le plafond écologique. Donc, on a pris le pari de ne pas forcément expliquer les causes du changement climatique, comment ça fonctionne, le cycle de l'azote, d'où ça vient, parce que c'est très complexe et il faudrait énormément de temps. Donc là, c'est une présentation générale et vous pourrez creuser ensuite. Et nous, on a énormément de ressources qu'on peut vous partager si vous avez envie d'en apprendre davantage. Ça, c'est une diapo un peu choc avec des chiffres qui expliquent comment on a façonné en fait le système Terre, comment on est devenu une force géologique à part entière. On parle de l'époque de l'Anthropocène aujourd'hui. Les géologues expliquent que voilà, dans les couches, les strates du sol, les archéologues du futur verront qu'il y a une quantité de déchets, d'os de poulet, de bétail en fait, qu'on aura mis dans les couches qui seront visibles plus tard. Et on a aussi modifié le climat, donc tous les équilibres au sein des dynamiques des systèmes naturels sont perturbés. On est une force à part entière, quoi. Parce qu'on a modifié à peu près 40% de la surface terrestre pour cultiver des terres et pour faire de l'élevage. On utilise la moitié de l'eau douce accessible et la moitié de cette eau douce est elle-même utilisée pour l'élevage. On a aussi les pêcheries, la ressource halieutique, c'est la ressource en poisson en fait qui est bien trop exploitée à plus de 90%. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les capacités de la planète à régénérer les choses, on est au-delà, donc ça s'épuise, ça s'amenuise. On a aussi rasé 50% de la forêt tropicale et tempérée. La forêt tropicale et tempérée, c'est vraiment la forêt la plus diversifiée, la plus riche en biodiversité, celle qui capte le plus de CO2, qui abrite le plus d'espèces vivantes, qui régule le climat en fait. Ça fait partie, c'est un des déterminants du climat. 60% des rivières sur Terre ont été à un moment bifurquées, barrages pour l'irrigation des cultures ou pour l'énergie des barrages hydroélectrolytiques. Et donc, on a pollué aussi de manière croissante à la fois notre air, avec la pollution de l'air, l'eau évidemment, avec nos déchets, les résidus de médicaments, les rejets agricoles et les sols aussi, avec plein d'autres pratiques. Donc, on a changé le climat. On est en train de provoquer une 6e extinction de masse de la biodiversité. Le taux d'extinction est 1000 fois supérieur à ce qu'on pourrait observer naturellement. C'est ce qui est expliqué en dessous. L'abondance des espèces, ça, c'est une notion qui est souvent confondue. En fait, ce qui est problématique, c'est au sein des espèces, le nombre d'individus chute drastiquement. Environ 50% au cours des 45 dernières années. Donc, c'est comme si la population humaine n'allait pas en voie d'extinction, mais tout d'un coup, il ne restait plus que 3,5 milliards d'humains au lieu de 7, parce qu'on est là en 45 années de temps. Voilà. Donc, ce n'est pas très réjouissant. Le but, ce n'est pas de vous assommer, parce qu'on préfère mobiliser par l'espoir et l'action, mais c'est quand même un constat qu'il fallait dresser. C'est bon aussi. Donc, de nouveau, modification de l'environnement qu'on vient d'énumérer et tout ceci, en fait, quel lien ça a avec notre santé, quel fardeau, quelles maladies aujourd'hui sont favorisées, entraînées, déclenchées par ce qu'on est en train de faire au système naturel.
Et il y a aussi une notion importante qui est celle des inégalités, parce que on n'est pas impacté de la même façon en fonction de son niveau socio-économique, en fonction du pays dans lequel on habite, des structures environnantes. Donc, c'est avant tout les personnes vulnérables et souffrant des inégalités sociales qui souffrent de ça. Donc, il y a une sorte de rapport moral ensuite qu'on peut avoir. Et ça demande une justice sociale et environnementale parce que historiquement, les pays riches pour construire ont émis énormément de CO2. Le CO2 reste plusieurs centaines d'années et d'inertie aussi. Donc, pour que le développement des pays pauvres puisse se faire, il y a aussi une histoire de justice historique en fait, environnementale. Ouais. Donc là, c'est le docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est la présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Et elle, son credo, c'est de parler du changement climatique comme une question de vie ou de mort. C'est comme ça qu'elle communique dans les médias beaucoup, et elle prend cette comparaison en disant que si elle découvrait une maladie grave et qu'on n'en parle pas, eh ben, peut-être que les patients nous en voudraient un peu. C'est un peu la même chose avec le changement climatique, finalement, quand on voit les impacts que ça a déjà aujourd'hui et que ça aura demain. C'est peut-être important de se servir du levier de la santé pour le considérer comme une urgence stylée, en fait. Donc, ce qui a été pour moi un choc assez important, ça a été le 5 septembre 2021, parce que je travaille sur ces sujets depuis quelques années, depuis le début de mon internat. Et en fait, il y a eu un consensus, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un tel brouhaha d'informations, l'actualité est tellement riche que c'est difficile de voir émerger ce genre d'informations. Ou alors, il faut être dans des médias, un peu les slow médias, un peu longs, où il y a une hygiène informationnelle pour en avoir conscience. Mais en fait, il y a 200, même 220 journaux médicaux. Je vous ai mis les plus précis, j'ai eu en bas, le New England, le PMJ, le The Lancet. Mais aussi en Asie, en Afrique, les médias, enfin les journaux médicaux principaux, ils se sont tous mis d'accord pour en fait sortir un éditorial commun. Donc c'était avant la COP26 et les événements internationaux qui vont prendre des décisions sur le climat et la biodiversité. Et en fait, il est assez clair. Il scande l'urgence et il explique que la plus grande menace pour la santé publique mondiale, c'est l'échec des dirigeants mondiaux à maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de 1,5. Donc ça, c'est l'accord de Paris qu'on a signé en 2015, et aussi restaurer la nature. Et dans cet éditorial, ils font un constat des impacts que ça a sur notre santé et de comment en fait la gouvernance mondiale et nationale est dans une action en fait. Et que c'est très, très dangereux pour notre santé. Donc, un autre... Jean-Marc ? Ah, pardon. Le Lancet, en fait, a lancé aussi le Lancet Countdown. Donc, tous les ans, il sort un rapport scientifique complet sur les liens entre climat et santé. Et tous les ans, c'est pire. Celui de 2021, il a beaucoup axé sur la faim dans le monde, qui a été majorée, donc, notamment à Madagascar, par les inégalités sanitaires, la crise sanitaire, mais aussi les problèmes économiques. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez suivre si vous voulez vraiment les données en chiffres et les choses scientifiquement prouvées. Tous les ans, ils sortent un rapport. Pour vous redonner un petit peu des chiffres sur les menaces pour la santé planétaire, dans le monde, à l'heure actuelle, il y a 23% des décès qui sont dus à des facteurs environnementaux. Ça, c'est des chiffres de la CERDD. Oui, c'est le rapport de la CERDD, c'est le ministère de l'Environnement et de la Santé, et il s'appuie sur le constat c'est le fardeau mondial des maladies, et c'est l'OMS en fait qui le publie dans son rapport. Donc, c'est des données qui sont traduites en français, mais qui initialement sont issues de l'OMS. Donc, il y a environ 30% des maladies qui sont imputées à des facteurs environnementaux, 20% des cancers, 30% des maladies cardiovasculaires qui vont être liées à la pollution, 35% des maladies respiratoires à la pollution également, et 44% des causes d'asthme liées à la pollution de l'air, à la tabagie passive, aux moisissures, à l'humidité de l'habitat. Qui est responsable de tous ces problèmes du changement climatique? On se rend compte que 1% de la population mondiale la plus riche a beaucoup plus d'émissions que la moitié de la population la plus pauvre. Donc, l'objectif serait d'avoir des émissions de 2 tonnes de CO2 par habitant. Et les 1% les plus riches sont largement au-dessus, donc ils sont environ à 70
tonnes de CO2, alors que les 50% les plus pauvres sont en dessous. Pour vous montrer, je pense que c'était moi, c'est ça. Pour vous montrer les liens et parler un peu plus de santé dans la suite. Le changement climatique, donc, qui est principalement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, ça provoque une hausse de température et une élévation du niveau de la mer. Et ça va avoir différentes catégories de conséquences. Donc, en premier, les événements climatiques extrêmes, comme les ouragans, les tsunamis, ce genre de choses, les chaleurs extrêmes qu'on vit maintenant en France de façon pratiquement annuelle, la détérioration de la qualité de l'air, et à Lille, on est bien placé pour le savoir parce qu'on est pratiquement, très souvent en pic de pollution, la détérioration de la qualité de l'eau, les problèmes de production de nourriture, avec notamment donc, les histoires de famine à Madagascar, la hausse des maladies à transmission vectorielle et les impacts sociaux. Donc tout ça, on va zoomer un peu dessus dans les diapos suivantes. Et pour être plus précise, pour les liens climat et santé, on part toujours de l'augmentation des gaz à effet de serre et de la destruction de ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc, le principal puits de carbone qu'on connaît est représenté par la forêt. Tout ça, ça provoque le changement climatique, la montée du niveau de la mer, l'acidification des océans, etc. Il y a d'autres changements globaux en parallèle. Pollution de l'air, artificialisation des sols, destruction de la biodiversité, et tout ça seulement par l'activité humaine. Ça va avoir des effets directs et indirects. En effet direct, donc, on connaît l'augmentation du niveau de la mer, la modification de la température, de l'humidité de l'air. Il va y avoir les événements météorologiques dont on parlait à la diapo précédente. Mais en effet indirect, on a plus de mal à quantifier, c'est la modification des écosystèmes, du cycle de l'eau, des différentes pollutions, les impacts sur la production agricole, sur l'économie, les pertes de moyens de subsistance pour les populations et en premier lieu les populations autochtones, et donc de nombreux exemples d'impacts sanitaires qu'on va décrire plus dans la suite. Cette diapo, normalement, on n'est pas censé en mettre quand on fait de la pédagogie, je crois, parce qu'elle est trop chargée et c'est pas très utile, mais je voulais quand même la mettre parce que c'est c'est simplement l'été 2021, une grande partie des catastrophes qu'il y a eu. Donc, il y a l'attribution au changement climatique, c'est une science qui explique qu'en fait, tel événement, oui, on peut l'attribuer au changement climatique, ou alors c'est la variabilité naturelle, c'est des événements classiques qu'on a toujours connus. En fait, maintenant, on sait quand même dire si tel événement est beaucoup plus plausible, beaucoup plus fréquent à cause du changement climatique. La famine à Madagascar, moi, ce qui m'a vraiment choqué, en plus, Envoyé spécial vient de faire un reportage il y a quelques jours, c'est la première famine où l'ONU l'a attribuée au changement climatique. Il y a 1 million de personnes qui en souffrent et c'est des chiffres, mais c'est vrai quand on voyait des enfants en état de dénutrition sévère, ça ramène une dimension un petit peu douloureuse quand on sait que c'est dû au changement climatique et qu'ils en sont absolument pas responsables. Il y a eu d'autres événements, on en a entendu parler ici, la Belgique et l'Allemagne avec les inondations meurtrières. Il y a aussi le Canada avec ce petit pays, cette petite commune qui en fait, au niveau du climat, c'est comme si c'était un petit village breton qui en 3 jours en fait a littéralement été rayé de la carte parce que les incendies, la température était tellement forte que les nuages d'incendie ramenaient des éclairs et alimentaient le feu. Donc ils ont dû quitter leur lieu, quoi. Ils ont perdu leur maison. Et ça arrive alors qu'on est à 1,1 degré. C'est ça qui est important, c'est que l'objectif de 1,5 degré, il y aura déjà des conséquences très lourdes à 1,5 degré. Donc il y a 2 choses importantes, c'est d'atténuer, c'est-à-dire de réduire au maximum les gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique, mais aussi s'adapter, parce qu'il y a des choses qui se produisent et qui vont se produire. Donc on a peut-être besoin, en tant aussi que système de santé, à commencer à prévenir et à anticiper ces phénomènes. Donc il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est qu'en fait on a la capacité de s'habituer. Comme on est bombardé d'informations absolument horribles, notre cerveau nous protège et on s'habitue au pire. Et d'année en année, finalement, l'incendie en Australie, ça nous a peut-être un petit peu perturbé, et puis hop, on l'a mis de côté, il y en a d'autres, et ainsi de suite, on s'habitue. Donc c'est un petit biais qu'on a qui nous protège pour notre santé mentale, mais il ne faudrait pas oublier les impacts qu'il y a en ce moment.
En France, est-ce qu'on va être touché par ça? Oui, on va être 62% environ de la population française qui est exposée déjà de manière forte ou très forte. Donc ça, c'est des rapports aussi du ministère de la Transition écologique qui sont très prudents. Donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre, parce que les chiffres qu'ils donnent, c'est un chiffre qui est souvent assez minimisé. On voit qu'en France, ce qui va surtout nous concerner, c'est les canicules et les effets d'îlots de chaleur. On se souvient de la canicule de 2003, il y a eu des adaptations, notamment au niveau de la santé publique, et les canicules qu'on a subies ces dernières années ont eu beaucoup moins d'impact, mais ça va aller vraiment en augmentant. On a aussi le phénomène de crues et d'inondations, ça on en entend aussi beaucoup parler dans l'actualité, où là, prévenir ça, c'est un peu moins évident. Peut-être éviter les phénomènes de ruissellement, la bétonisation, avoir plus de haies pour que le sol puisse emmagasiner l'eau et ne pas le laisser ruisseler. Donc, il y a plein d'adaptations possibles. Toute la zone montagne, elle va aussi bouger avec l'enneigement. Si vous aimez le ski, ça risque d'être de plus en plus difficile. Il y a les inondations et les submersions. Je connais bien du côté de Calais-Dunkerque, c'est déjà en train de bouger. Donc, il y a des digues, il y a des phénomènes, mais en fonction des marées hautes, et puis s'il y a une tempête, l'eau de mer va pouvoir gagner du terrain. Donc, revoir peut-être un peu aussi l'urbanisme à ce niveau-là. Donc, on voulait aussi vous présenter ce qui se passait dans les Hauts-de-France, parce que c'est notre région et qu'on y est attaché. En fait, les Hauts-de-France, depuis les années 55, l'eau a déjà augmenté de 9,5 cm à Dunkerque. Et on a vu que la température moyenne globale, elle était de 1,1 degré, ce qui est une moyenne, donc ce qui veut dire qu'il y a des écarts, c'est une moyenne. Par exemple, en Finlande, j'ai un copain qui est écologue là-bas, ils sont pas à plus de degrés, ils sont déjà à 3,2 degrés de réchauffement. Parce que les extrêmes, en fait, au pôle sont beaucoup plus importants qu'au niveau de l'équateur. Et à Lille, on est déjà à 2 degrés de réchauffement global. Donc, il y a cette disparité-là. Il y a aussi un autre phénomène qui est les extrêmes de chaleur. À la fois, la température moyenne augmente. Et aussi, tout d'un coup, on va péter un record de canicule. De 41 degrés, on va pouvoir passer à 44. Il y aura 3 degrés d'écart. Et c'est tout à fait plausible avec le changement climatique et les extrêmes qui augmentent. Donc, un des gros phénomènes à Lille qui nous inquiète beaucoup en tant que médecin généraliste, c'est le phénomène d'îlots de chaleur urbain, de par l'aspect très minéral, les bétonisations, les bâtiments. On est une des villes les moins végétalisées d'Europe, c'est quelques mètres carrés par habitant. La température, quand il y a des fortes chaleurs, elle est emmagasinée par les bâtiments et la nuit aussi, elle réfléchit, donc la température reste chaude. Et donc, ça risque de poser des graves problèmes pour une partie de notre patientèle. Si ça dure, parce que ça va pouvoir durer plusieurs jours, les canicules pourront durer 10 jours, 15 jours. Donc, sur la durée, ça risque d'être compliqué. Ouais. En fait, on voulait quand même vous donner des exemples un petit peu précis de ce qu'on a déjà croisé en pratique et qui, selon nous, est lié à la santé planétaire. Pour parler de hausse des températures et de canicule, moi, c'était lors d'un stage en gériatrie en été. On avait un patient qui avait été un patient d'environ 80 années, qui n'avait pas d'antécédent particulier, si ce n'est une hypertension artérielle et une insuffisance rénale chronique débutante liée à cette hypertension, qui était très actif chez lui et qui en fait est arrivé en insuffisance rénale aiguë, qu'on a dû hospitaliser pendant au moins une semaine, si mes souvenirs sont bons. Et le seul facteur qu'on a retrouvé, c'est le fait qu'il avait jardiné les jours précédant son hospitalisation en plein soleil, sans penser à augmenter ses apports hydriques et sans qu'il y ait eu de modification thérapeutique par rapport à son hypertension. Et donc, c'est le genre de pathologie qu'on va devoir prévenir dans les années à venir, puisque chaque été, on a quand même des petits pics de chaleur et qu'on a énormément de patients qui vont souffrir. Moi, l'exemple que j'ai sélectionné, c'était justement pendant le pic de chaleur en été 2019, où il a fait 41,4 degrés à Lille. J'étais à ce moment-là en stage en psychiatrie à Armentières, qui est pas loin. Et en fait, c'est connu, hein, mais quand il y a des épisodes comme ça très chauds, il y a beaucoup plus d'hospitalisation, les patients bipolaires qui décompensent. Il y a aussi beaucoup plus de violence, d'irritabilité. Je me souviens, dans le service, c'était un peu plus compliqué à gérer. Donc, il y avait un peu plus de tension et il y avait aussi deux faits, parce que quand j'étais en garde la nuit,
il y avait eu deux patients, en fait, sur les 15 jours d'intervalle qui avaient fait un infarctus, donc douleur tôt, très difficile de faire la part des choses. Et puis, finalement, j'envoie quand même aux urgences. On n'était pas très équipés en stage pour faire quoi que ce soit, je n'avais pas d'ECG. Donc, sur la douleur thoracique, j'en vois, c'était deux véritables infarctus qui se sont déclarés et je ne comprenais pas trop pourquoi à cette période, est-ce que c'était lié ou autre. Et dans la littérature scientifique, en fait, les canicules et la chaleur vont faire décompenser les maladies chroniques, surtout les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. La physiopathe pour l'infarctus, c'est en fait le fait d'avoir une vasodilatation, il va y avoir une hypovolémie relative, une tachycardie, le phénomène de transpiration et ça favorise en fait l'ischémie et donc l'infarctus. Donc il y avait ces deux exemples-là où maintenant je le rattache un peu à ça. Voilà. Donc en même temps que cette hausse des températures, évidemment, les moustiques arrivent. Donc les maladies vectorielles augmentent en France. Avant 2004, il me semble qu'on n'avait pas repéré le moustique tigre en France métropolitaine. Et donc maintenant, ça augmente, ça atteint les départements du Nord. Donc là, c'est entre 2004 et 2020 l'extension sur le moustique tigre qui transmet dengue, chikungunya et Zika. Et on a eu des cas de dengue, c'est ça, tu me disais, dans le sud de la France. On n'a pas eu beaucoup encore, il y a eu 10 ou 11 cas de dengue à Nice. Je ne sais plus quand, mais ça peut arriver. Après, on voulait vous parler de santé mentale. Face à ces signes de dégradation accélérée de la planète, on remarque également des taux croissants de solitude, d'anxiété et de dépression. Et pour nous, ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une étude qui a été faite sur 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays différents pour recueillir leurs sentiments au sujet du changement climatique et de l'inaction des gouvernements. Il y a 83% qui pensent qu'on a échoué à prendre soin de la planète, 75% qui pensent que le futur est effrayant, 56% que l'humanité est condamnée, donc c'est des chiffres énormes. Et il y a l'American Psychological Association qui a inclus ces éléments parmi les impacts du changement climatique sur la santé mentale. Donc, il va y avoir l'état de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété, le suicide, les tensions, donc ce que tu nous décrivais sur les relations sociales, l'agressivité. Il y a ce qu'on appelle également l'éco-anxiété, donc c'est l'anxiété qui est liée à tous ces phénomènes et au fait de réaliser que la santé planétaire est en danger. Et il y a également la solastalgie, dont on voulait vous parler un petit peu plus. La solastalgie, pour le définir simplement, c'est la nostalgie des lieux qu'on a connus depuis longtemps et qu'on a vu profondément modifiés par le changement climatique. C'est par exemple ma sœur et moi, quand on est rentrés chez mes parents, donc dans la Meuse profonde, ils ont une maison de campagne entourée de forêt et on se rend compte en arrivant que pendant un déconfinement, la forêt a été détruite. Donc c'est pas un effet du changement climatique, mais c'est par les propriétaires qui voulaient utiliser le bois parce que pendant le confinement, le bois avait pris de la valeur. Et donc, on était complètement déboussolés par cette perte. On avait tellement été entourés par cette forêt depuis notre enfance qu'on a eu du mal vraiment à s'en remettre. Ouais, moi aussi, j'ai un exemple. C'est la campagne chez moi dans la Vénois. J'ai tout mon lycée et même au collège, je courais. J'avais un petit chemin qui traversait les champs que j'ai affectionnés. Et pendant le confinement, exactement la même chose. Ça a été un choc. Il y a eu sûrement des agriculteurs qui sont partis à la retraite et les fermes sont rachetées par des grandes structures et ils rasent du coup les petites parcelles de champs pour en faire une seule et même pour faire de la monoculture et que les engins puissent passer. Donc tous les petits chemins, il y avait à peu près 2-3 km de course, ont été rasés pour faire une immense pâture. Et je me souviens en courant qu'il y avait de temps en temps des bus, des rapaces dans les haies, plein d'oiseaux qui égayaient un peu ma course. Donc ça fait un peu mal de voir que notre environnement se transforme et qu'on a du mal à le défendre. D'autant plus, en fait, qu'on a perdu cette sensibilité parce que aujourd'hui, on vit dans les villes, on est très fortement urbanisé, donc on n'a pas été exposé dès le plus jeune âge, en tout cas les jeunes enfants d'aujourd'hui qui naissent en ville,
n'auront pas ce rapport de sensibilité avec les milieux naturels, il n'y aura pas cette attache. Il y a aussi cette crise de sensibilité qui fait que ça va peut-être être plus difficile pour eux de s'engager ou pour défendre ou pour comprendre ces phénomènes. Et je voulais vous donner l'exemple d'une médecin généraliste en Australie pendant les feux de brousse sur son blog, qui s'appelle le docteur Beck Hoffman, qui explique, donc elle dit « Je travaille dans les Southern Islands en Australie. Je n'ai pas pu travailler samedi à cause de l'incendie, fermeture de la route, ordre d'évacuation. J'ai repris le travail hier et aujourd'hui, j'étais déjà complet il y a plusieurs jours. 100% de mes patients sont touchés par les incendies, 80% ont pleuré, 50% n'avaient plus de maison, on ne savait pas s'ils avaient encore une maison, 20 à 30% étaient des cas de décompensation de maladies sous-jacentes, donc les maladies cardiovasculaires qu'on parlait et pulmonaires. Ils avaient des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques. Et mes autres patients, je n'ai pas pu m'en occuper car j'étais trop occupé par le reste. Donc, les femmes enceintes qu'elle avait, les enfants, les diagnostics de cancer qu'elle devait gérer, les soins palliatifs ou sa liste de patients habituels. Et aussi, elle a reçu dans son cabinet 10 à 20% de pompiers de Nouvelle-Galles du Sud ou des services d'urgence de l'État cherchant de l'aide pour des blessures graves subies pendant l'incendie. Elle dit aussi, ce soir, je garde mes enfants près de moi pendant qu'ils dorment et je cherche mon tricot et un verre de vin. Je me sens tellement privilégié d'être en sécurité à la maison. Ça, c'est pour expliquer que le moment où on est vraiment touché, c'est quand on vit des choses. En Belgique ou en Allemagne, ceux qui ont subi une inondation dramatique cet été, les deux maires vont prendre des mesures assez fortes parce qu'ils ont été touchés dans leur chair. Donc, c'est pour expliquer ce décalage entre ce qu'on peut comprendre théoriquement, c'est que potentiellement, ça va nous tomber dessus, et le moment où on vit vraiment, où là, ça change la donne. Un autre sujet très important, c'est la biodiversité. C'est le déterminant le plus important pour la santé et on va vous expliquer pourquoi. Pour commencer à illustrer la biodiversité, la nature, ça nous fournit énormément de choses qui sont indispensables à notre santé. Donc, c'est déjà la source pour nos médicaments. L'accès à la nature qui permet une bonne santé mentale, l'accès à l'eau, l'accès à l'air. C'est également le réservoir des maladies infectieuses. C'est également le réservoir de notre nourriture. Et ça concerne également les microbes qui vont pouvoir polluer notre corps. Oui, donc la biodiversité, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. On peut la définir simplement comme étant les espèces vivantes qui nous entourent. Donc, on est inclus dedans. On a coévolué pendant des millions d'années. C'est Darwin qui nous l'a appris. Donc, on a été influencé. Il y a plein de fonctionnements de nos cellules qui sont dus à un moment à des bactéries qui nous ont transmis des gènes. On a nous-mêmes 2 kilos de bactéries dans le ventre qu'on appelle le microbiote, qui est un élan assez formidable en ce moment au niveau de la littérature scientifique. Donc, on peut la définir en 3 niveaux. Donc, c'est d'abord la diversité génétique au sein des individus. On voit bien que la consanguinité cause quelques problèmes. Donc, si on réduit les espèces à des mêmes individus, il y aura des problématiques génétiques. Entre espèces également, il y a énormément d'espèces. Ils ont des nombres environ 10 millions, donc ça c'est estimé, en sachant qu'on a réussi à en identifier seulement 1 million. Et entre les écosystèmes aussi, les écosystèmes sont très riches et fonctionnent différemment entre une forêt ou du corail, par exemple. Donc ça révèle un peu la manière dont on a transformé cette biodiversité. Les animaux, c'est une toute petite partie de la biodiversité. Si on regarde les champignons, les bactéries, les virus, c'est infiniment plus nombreux, ou ne serait-ce que le règne des plantes ou à fleurs. Là, c'est pareil, c'est des proportions qui sont beaucoup plus élevées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? C'est l'ère néolithique. On commence à se sédentariser et on développe l'agriculture. Donc, à l'époque, il y avait 1% d'humains et 99% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, les animaux sauvages ont été réduits à 4%, donc dans des espaces qu'on sanctuarise ou des espaces inaccessibles. La montagne, on n'a pas pu trop la transformer, par exemple. Mais par contre, on a changé le rapport où on a, avec l'agriculture, la domestication, entraîné en fait 60% aujourd'hui des animaux sont du bétail. Et quand même, les humains ont pris une certaine place. 36% des animaux sont des humains. Un autre exemple aussi, pour révéler notre impact, c'est le plastique. Aujourd'hui, le plastique pèse 2 fois plus que tous les animaux sur Terre.
la balance avec le petit éléphant là-bas, même s'il est lourd comme pachyderme, finalement, il ne fait pas le poids. La biodiversité la plus importante, c'est celle qui est contenue dans le sol. C'est pas la plus, ouais, c'est un quart de la biodiversité mondiale. Et on sait que 95% de nos aliments proviennent du sol. Donc, clairement, si on détériore la biodiversité du sol, on ne pourra plus manger. 80% des cultures dépendent aussi de la pollinisation, donc de la biodiversité. Et avec les perturbations qu'on vous expliquait au début du diapo, donc des cycles du phosphore et de l'azote, de l'eau douce, tout ça, ça va jouer principalement sur la biodiversité du sol. Il y a également le microbiote, une immense partie de la biodiversité qui est au sein même de nos organismes. Donc, le plus important, c'est le microbiote intestinal, mais il y a également dans les poumons, la peau, la sphère ORL, la sphère gynéco. C'est des bactéries qui colonisent les parois de l'estomac et de l'intestin et qui vont nous aider notamment à digérer, mais également, on se rend compte aujourd'hui dans la littérature qu'il y a plein d'autres liens entre santé mentale et microbiote, par exemple. Une autre partie de la biodiversité, c'est les végétaux. Et l'exemple type, c'est l'exemple de l'arbre, qui, en fait, par exemple, à Lille, pourrait nous aider à diminuer beaucoup les îlots de chaleur, qui joue aussi directement sur la santé mentale et qui, maintenant, s'est prouvé, qui diminue la tension artérielle et le taux de cortisol. On va jouer sur le stress, l'hypertension. Et c'est un moyen simple, en fait, de combattre les problèmes liés à la santé planétaire. Ça, c'est la liste rouge de l'UICN. C'est l'Union internationale de conservation de la nature qui a été actualisée à Marseille en septembre dernier, qui explique en fait combien de pourcentage d'espèces au sein des groupes est menacée d'extinction. Donc les amphibiens, c'est une espèce très très sensible au milieu. Les petites grenouilles, dès qu'il y a un perturbateur endocrinien, dès qu'il y a quelque chose dans leur environnement qui n'est pas naturel, ça va impacter leur santé, ça va les perturber au niveau de la reproduction. Donc c'est le groupe en fait taxonomique qui chute le plus. Il y a aussi les mammifères, les conifères, les oiseaux, les requins, etc. Donc la liste rouge de l'IUCN qui est actualisée aussi quasiment tous les ans. Et autre chose d'important, c'est le petit logo là-bas en haut à droite. C'est la diminution en fait des populations globales. On parlait de l'abondance tout à l'heure, ça, c'est l'indice planète vivante. 68% en fait des mammifères, des poissons, des amphibiens et des reptiles depuis 1970. La population a chuté de 70% dans ces classes. Donc biodiversité et pandémie. Bon, ça y est, on va en parler. On va parler du Covid un petit peu. Le Covid, on le gère de manière, symptomatique. Donc, ça émerge, c'est là. Donc, on agit pour réduire les impacts de cette pandémie. Et comment, en fait, pourquoi, quelles sont les causes d'émergence, qu'est-ce qui est à la source, pourquoi on vit un tel événement planétaire. En fait, il faut aller regarder du côté des zoonoses, donc c'est les maladies qui sont transmises des animaux sauvages à l'homme, avec différents facteurs qui favorisent ce passage. Ce qui est inquiétant, c'est la progression des maladies émergentes. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est une diapo aussi très chargée, mais c'est alors je crois que c'est sûr, je l'ai noté, je crois dans mes notes, entre 2011 et 2018. L'OMS en fait a suivi, il y a eu plus de 1500 événements, donc ils ne sont pas tous mis, ils sont localisés, ils ne créent pas une pandémie, mais il y a une augmentation en fait des maladies émergentes de plus de 75% là en quelques dizaines d'années. Donc on voit que la fréquence augmente, donc on suppose que les choses vont se reproduire à l'avenir. Alors les causes connues, en premier lieu, c'est le changement d'usage des sols. On en avait parlé au départ dans les diapos du début. Sur les dépassements des limites planétaires, le changement d'usage des sols en fait partie. Alors, c'est quoi? On pourrait le résumer à la déforestation, en gros. C'est le fait qu'on change simplement la manière dont le sol était occupé. Donc, la déforestation pour plein de choses, dont le plus emblématique, c'est quand même la production de soja pour ensuite nourrir, ou l'huile de palme pour nourrir le bétail, ou les hydrocarbures, par exemple, enfin, pas les hydrocarbures, mais les biocarburants. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on a un élevage intensif. Il y a une barrière entre les animaux sauvages et l'élevage intensif. Il y a Serge Morand qui est un épidémiologiste qui travaille en Thaïlande qui explique très bien le virus Nipah avec
des chauves-souris qui n'avaient plus d'espace dans la forêt, donc ils vont migrer à côté de fruitiers qui étaient sous un élevage de porcs. Et donc, les déjections des chauves-souris qu'on dû se déplacer ont entraîné le passage du virus aux animaux, aux porcs, et puis ça a pu se transmettre aux humains. Donc ça, c'est un des mécanismes. Il y a le changement climatique aussi qui fait partie d'un des facteurs, le commerce des animaux sauvages également, et l'antibiorésistance qui est un vrai problème. On ne le traite pas ici, mais c'est un problème de santé planétaire aussi. Il y a 700 000 décès par an, selon l'OMS, et on pourrait arriver à 10 millions de décès par an en 2050, ce qui est assez effroyable. Et heureusement, nos pratiques ont changé sur les antibiotiques. Donc là, il y a plusieurs exemples sur biodiversité et santé. Là, il y en a un qui me frappe, qui est tout récent, c'est que je travaille à une maison médicale qui est assez axée sur la médecine sociale. Et en fait, je suis des fratries qui sont… donc, au sein de la fratrie, il y a quelques enfants qui sont nés en Afrique et qui n'ont absolument pas de problème d'allergie. Pas d'asthme, pas d'atopie, pas de dermatite atopique, pas de rhinite, etc. Et ils sont arrivés en France et la famille a eu d'autres enfants. Et les enfants ici ont de l'asthme, des rhinites, je les vois assez régulièrement. Et donc, je m'étonnais. Et ça s'est reproduit dans 2 cas de figure. Alors, c'est pas une étude que j'ai menée là, mais ça m'a interpellé et j'ai essayé d'aller voir la littérature. En effet, l'explication possible, c'est la théorie hygiéniste, ou en tout cas le microbiote. On constitue notre microbiote de 0 à 3 ans. On constitue nos colonies bactériennes. Ces colonies, ensuite, elles s'enrichissent avec notre régime alimentaire et l'exposition. Et c'est vrai qu'en ayant lu ces études, j'ai compris que ça se faisait à ce moment-là, que c'était assez clé. Et je fais une prescription lors des consultations de périnatalité aux parents pour qu'ils puissent en fait se promener ou laisser leurs enfants aller jouer dans la terre, en forêt, en sous-bois, croquer des bouts de bois, aller se balader. Les animaux de compagnie aussi favorisent bien le microbiote. Parce que la littérature tend à faire comprendre qu'il y aurait un vrai impact positif qui réduirait les allergies, parce qu'en fait, ça permet de réguler le système immunitaire qui est beaucoup mieux éduqué et qui va moins se déclencher avec tel allergène rencontré. Donc, je fais une prescription, 30 minutes de marche en forêt avec votre enfant. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche quand même. Enfin, je les ai revus il n'y a pas longtemps, ils y vont. Après, est-ce que ça va durer? Mais le fait de faire la prescription, je trouve que c'est intéressant. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Je le fais aussi pour les dépressions et troubles anxieux, d'aller se balader le plus possible en nature. Et à chaque fois, je fais l'effort de… C'est plus toi ou moi? 51, c'est moi. Ouais. Donc en fait, là, c'est simplement pour résumer qu'on a vu que la biodiversité était importante pour la santé, le changement climatique aussi avait des impacts, et les causes communes, c'est des causes communes. Les facteurs qui emmagasinent ces deux grands bouleversements sont communs, et qu'on pourrait éviter certaines choses, dont les pandémies. Et il y a un autre mouvement qui s'appelle l'Eco-Health Alliance, qui publie des rapports sur cette question spécifique. Ensuite, on voulait vous parler de pollution, parce que la pollution, c'est la plus grande cause environnementale de maladies et de décès prématurés dans le monde actuellement. C'était environ 9 millions de décès en 2015, soit 16% de tous les décès dans le monde. Il y a à la fois la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des sols. Toutes ces pollutions, on y est exposé avant la naissance jusqu'à notre mort, et on appelle ça l'exposome. C'est l'ensemble, l'accumulation et les interactions avec les polluants tout au long de notre vie. Pour parler de pollution de l'air, donc, encore une fois, c'est directement créé par les activités humaines. Ça va être l'industrie, ça va être l'agriculture, les transports, la gestion des déchets, l'énergie. Et ça se décompose en gaz à effet de serre qui ont des effets plutôt à long terme et à plus grande échelle, et les polluants atmosphériques qui vont avoir des effets locaux à court et moyen terme. La pollution de l'air, c'est environ 91% des adultes qui sont concernés et 93% des enfants qui y sont gravement exposés. Sur la période entre 2016 et 2019, Santé publique France recense 40 000 décès liés à la pollution de l'air,
et en particulier aux particules fines. C'est chez des personnes âgées de 30 ans et plus, donc ça ne compte pas les enfants. Et c'est près de 8 mois d'espérance de vie perdue. La pollution de l'air, ça tue plus que le tabac, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est maintenant le facteur de risque numéro 1 de décès dans le monde. C'est le diagramme que vous voyez à droite. La pollution au total, c'est environ 9 millions de décès dans le monde, alors que le tabagisme, ça va être plutôt vers 8, un peu en dessous de 8. Et après, il y a l'alcoolisme, le palud, tuberculose, sida. Mais on ne se rend pas compte que ça tue beaucoup plus en fait que là, il y a des chiffres qui peuvent vous paraître un peu bizarres parce que c'est pas au même moment. La commission Lancet, c'était en 2016, donc c'est la pollution totale qui est à 9 millions à peu près. Et là, on voit qu'il y a pollution de l'air à 8,8 millions. Donc on se dit, mais si c'est juste la pollution de l'air, c'est beaucoup plus important. C'est une étude en fait de l'European Heart Journal, donc une étude cardio, qui a revu, en fait, qui on est beaucoup plus précis dans nos modèles, nos estimations, et donc la pollution de l'air, le fardeau est plus élevé. Donc, on voit qu'on affine nos résultats, la science s'améliore, et c'est pire que ce qui a été déclaré dans cette étude. Malheureusement, ça ne s'arrête pas à la pollution de l'air. Il y a également la pollution de l'eau qui va toucher de manière disproportionnée les populations vulnérables, donc les pays qu'on appelle les pays du Sud. Ça va concerner à la fois des déchets plastiques. On se rend compte que maintenant, toutes les plages du monde sont concernées par les particules microplastiques. Ça va être des pesticides, des métaux lourds comme le mercure, des éléments chimiques. Il y a vraiment tout un... C'est très compliqué en fait à doser du coup, puisque ça concerne plein de polluants différents. Pour être un peu plus à l'échelle de la France, cette diapo illustre l'exemple des algues vertes en Bretagne. Donc, c'est une altération du milieu physico-chimique, donc l'augmentation dans l'eau des rejets d'azote, merci, qui vont provoquer ce qu'on appelle l'eutrophisation des milieux. Donc, les algues vertes vont pouvoir se développer en énorme quantité et quand elles se dégradent sur la plage, elles libèrent des gaz toxiques pour les animaux et les humains. Et ça va contaminer tous les écosystèmes en provoquant la destruction d'autres espèces. Et pour illustrer encore une fois cette pollution de l'eau, je voulais aussi vous parler d'un stage que j'avais fait en Guyane quand j'étais externe, où en fait on avait beaucoup de cas au CHR d'intoxication au mercure, qui est lié directement à l'orpaillage illégal, où ils relarguent énormément de mercure dans les eaux, et puisque c'est des populations qui utilisent le fleuve de façon quotidienne pour se laver, pour boire, ils étaient directement touchés par le mercure. Et un autre exemple, c'était il n'y a pas très longtemps non plus, c'est une jeune fille de 13 ans et son père qui viennent me voir parce que l'adolescente fait une crise d'asthme. Elle avait un asthme qui était assez bien contrôlé, un traitement de fond déclaré à l'âge de 6 ans. Et puis, depuis quelques temps, elle avait de plus en plus de mal à le contrôler. Elle prit du Ventoline, malgré le traitement de fond qu'elle avait l'air de bien prendre. Et elle s'entraînait pour le cross du collège. Donc, ça l'a gêné quand même pas mal. Et son père aussi, que je voyais, il était jeune, il n'avait pas de facteur de risque particulier et il avait fait un épisode de palpitation. Il est allé aux urgences, c'était une fibrillation auriculaire et il s'est questionné sur la cause de sa fibrillation auriculaire. Et en fait, pareil, il y a un MOOC sur soins primaires et santé planétaire qui explique les conséquences cliniques des polluants de l'environnement sur la santé. Et j'avais lu que la fibrillation auriculaire était aussi une maladie qui était due à l'exposition chronique à la pollution d'air. Et ils habitent à Lille tous les deux, à côté d'un périph'. Et la crise d'asthme, l'asthme de Sarah, de cette jeune adolescente, et la fibrillation auriculaire de son père, peut-être que c'était lié aussi à cette pollution d'air. Donc la pollution du sol, ça aussi, c'est juste une carte pour montrer que dans le Nord, on n'est pas bien servi. On a des sites pollués, on a un passé industriel, donc il y a des métaux. Il y a pas mal de choses aussi, les hydrocarbures, la cyanure,
des composés organiques volatiles. Donc, on a des sols qui sont assez pollués. Donc, je fais attention quand je prescris aux enfants d'aller se balader et de jouer avec la terre, vérifier que ce n'est pas une friche ou quelque chose de pollué. Donc, faut toujours jongler un peu avec tout ça. Mais c'est pour dire que la vie dans le sol, en fait, c'est peut-être la biodiversité la plus importante. Si on a une vision utilitariste, le vivant, en fait, nous est d'abord utile pour nous et on considère parce qu'il est utile pour nous. Mais la vie dans le sol, avec énormément de micro-organismes, d'ématodes, de vers de terre qui sont très connus, aère le sol, permet les échanges de nutriments, permet de capter l'eau. C'est ce qui fait qu'on a notre nourriture. Hop. Bon, les pesticides aussi. Je regarde si c'est encore un nom, je crois. Les pesticides, c'est un autre grand problème. Il y a des liens qui sont forts maintenant avec la santé. Il y a des relations de causalité. Ça, c'est faire attention, corrélation, causalité. Il y a l'INSERM qui a publié un rapport en juillet qui pose le diagnostic de maladies attribuables en fait aux pesticides. Donc, c'est quand même hyper important. On voit les régions agricoles en fait qui sont surtout impacté par ces pesticides, ce qui est logique. Donc, il y a toute une flopée. Si on veut anéantir les insectes, si on veut anéantir les champignons, si on veut anéantir les vers de terre, bref, il y a toute une gamme. Donc, les pesticides et santé, je vais aller vite, mais en milieu professionnel, ça y est, c'est causal. Donc, il y a lymphonono-hodgkinien, les myélomes, cancer de prostate, maladie de Parkinson. Prostate vient d'être mis en maladie professionnelle il y a quelques semaines. Par rapport au chlordécone pour les Antilles avec toute cette problématique où ils vont en pâtir pendant plusieurs siècles de cette exposition. Pareil, au niveau grossesse et enfants, il y a les leucémies, les tumeurs du système nerveux central. J'étais au centre Oscar Lambret et on est vu en oncopède et c'est vrai que bon, je me questionnais. C'est le centre de cancérologie, ouais, pardon. Et il y avait, bien sûr, c'est concentré, il y a un biais de sélection, mais il y avait ces tumeurs du système nerveux central et j'avais toujours cette petite pensée, est-ce qu'ils ont mangé bio? Voilà. Donc, le côté perturbateur endocrinien, c'est toi. Vous voulez vous parler de perturbateurs endocriniens, vous en avez probablement déjà entendu parler parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, c'est l'ensemble de toutes les substances chimiques qui sont contenues dans tout notre environnement proche qui vont interagir avec les glandes du système endocrinien. L'Institut national du cancer en reconnaît plusieurs comme cancérigènes certains et d'autres probables. Après, il y a des niveaux de probabilité plus ou moins forts. Et on sait que la période la plus à risque, c'est les 1000 premiers jours de vie. Donc, c'est à partir de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et c'est la période où l'enfant met tout à la bouche, voilà, où l'environnement a un gros impact en fait, il a beaucoup d'interactions avec l'environnement et du coup est beaucoup exposé à tous ces perturbateurs endocriniens. Pour vous résumer tous ces impacts sur la santé des changements environnementaux, bon, c'est un peu gros, mais un schéma donc, qui commence par l'escalade de la pression humaine sur l'environnement global, avec toutes les conséquences qu'on vient d'énumérer, perte de biodiversité, changement climatique, etc. Avec des effets qui vont être directs sur la santé, comme les inondations, les canicules, les feux dont on parlait, les incendies dont on parlait en Australie, l'exposition aux UV avec les coups de soleil, l'exposition aux polluants. Ça va également avoir des effets qui vont être médiés par les écosystèmes, donc les risques de maladies infectieuses, ce qu'on expliquait avec les pandémies, la baisse du rendement alimentaire, l'épuisement des médicaments naturels et la santé mentale altérée. Et les effets qui sont différés, ça va être ceux liés au déplacement de population, donc qui sont déjà actuels dans les pays du Sud, mais qui vont pouvoir nous toucher de plus en plus. Les conflits liés au changement climatique, etc. Et c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur dans le Nord avec toutes les histoires autour de Calais et des migrants. Ouais, c'est tout. Alors bon, ça y est, on a fait le constat, on ne veut pas juste dénoncer, on veut aussi donner l'envie, proposer, agir, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on est à 1,1 degré,
vise le 1,5, et le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental d'exposition sur le climat, qui est le consensus scientifique le plus fou, même la rigueur scientifique, si ça vous intéresse, c'est super intéressant de voir leur méthodologie pour aboutir à ces résultats. Il explique bien que chaque dixième de degré compte, en fait, c'est considérable. Les conséquences entre 1,5 et 2 degrés, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des très beaux schémas qui sont faits, qui augmentent x2, x4 l'unité minuscule, les illuminations, etc. Vous pourrez voir ça si ça vous dit. Chaque interconnexion aussi avec le vivant compte. On a compris que notre santé, elle dépendait de beaucoup de facteurs, notamment les liens avec la biodiversité et sa préservation. Donc, en effet, si on a des modes de vie qui favorisent cette interconnexion, ce respect mutuel, ça compte également. L'action collective et de solidarité. Tout seul dans son coin, on va vite, mais on ne va pas très loin. Donc, aussi trouver des moyens d'agir ensemble, de travailler ensemble. On voit que ce n'est pas qu'une affaire de santé, c'est une affaire d'urbanisme, c'est une affaire de politique, c'est une affaire d'ingénieurs. Donc, comment on va pouvoir se mettre autour d'une table et travailler ensemble dans des projets. Et chaque action de protection et d'aggradation, c'est-à-dire qu'on peut aussi, nous, en tant qu'êtres humains, non plus être vu comme étant un facteur qui dégrade, qui aggrave, qui impacte notre environnement, mais aussi comme favorisant son bien-être et son évolution. C'est possible aussi. Donc, il y a un nouvel engagement pour le serment d'Hippocrate. Vous êtes peut-être déjà taisé, mais ce n'est pas encore mon cas. Je suis en train de la faire. Mais en gros, j'aimerais bien le faire lors du passage de ma thèse. Je ne sais pas si ça va être possible. Ça a été écrit par plusieurs scientifiques dans la revue dont on vous parlait, The Lancet Planetary Health, et ils intègrent vraiment cette dimension de limite planétaire dans la conscience que ça apporte dans la santé. C'est assez touchant, enfin, c'est un sermon qui me parle, et il y avait une phrase que je vous ai mis là, c'est que je partagerai et élargirai mes connaissances. Dans l'intérêt de la société et de la planète, je participerai activement aux actions transdisciplinaires et inclusives. Le mot transdisciplinaire, c'est le mot clé, en fait, pour améliorer la santé individuelle, communautaire et planétaire. Je ne sais plus. Vous voulez un petit peu préciser les rôles du médecin généraliste là-dedans. Le Collège de médecine générale a lancé un groupe de travail sur ce sujet en définissant un petit peu 3 grandes actions. Donc, c'est agir, c'est informer, surtout les patients et l'entourage, et se former sur le sujet. Et la WONCA dont on vous parlait avait lancé un appel, je pense qu'on l'a déjà dit en début de diapo, avait lancé un appel à tous les médecins généralistes de la planète à agir sur la santé planétaire. Donc, dans l'idée de transdisciplinarité, il y a aussi eu une déclaration commune qui a été travaillée en amont pendant de nombreux mois, qui a été donnée à l'ONU, qui est la déclaration de Sao Paulo. En fait, c'est un appel à agir pour toutes les parties prenantes, donc qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans l'économie. On a chacun un rôle à jouer et un potentiel d'action. Donc, c'est un appel commun à agir pour toutes les parties prenantes, pour toutes les professions, qu'on a traduit en français, qui est disponible et qui donne les rôles qu'on pourrait jouer en fonction de notre domaine de compétences. Le secteur de la santé, évidemment, c'est un des premiers secteurs concernés et il a aussi un rôle de modèle dans la société. Donc, pour donner des exemples, le premier axe, c'est de protéger, promouvoir et éduquer la santé, donc former le personnel. Ça va être sensibiliser le public, ça va être promouvoir les environnements et les modes de vie sains, donc les petits exemples qu'on vous a donnés. Il y a un rôle aussi de surveillance et d'évaluation, ça concerne plus la santé publique. Donc, surveiller les risques climatiques, mettre en place des indicateurs, évaluer les effets des politiques de modération du climat sur la santé, mesurer les solutions. Il va y avoir aussi un axe de réaction et d'action face au changement climatique. Donc ça, c'est le rôle de conseil aux décideurs politiques, de préparation aux événements extrêmes qui vont nous toucher et le fait d'intervenir de façon pluridisciplinaire. Donc en fait, cette image, elle résume un petit peu. Là, on a la pile, on a 30 collèges à apprendre pendant notre externat. 30 collèges où rien de tout ça n'est vraiment mentionné.
Le facteur de risque de la pollution de l'air, on pourrait l'envisager comme le tabac, comme la sédentarité. Voilà, au vu des chiffres, c'est évident qu'on devrait le concevoir comme ça. Et donc, on a évolué en apprenant une médecine très technique qui est déjà infiniment complexe et on a déjà, il faudra déjà plus d'une vie pour maîtriser. Voilà, si on est curieux, on peut déjà complètement s'épanouir là-dedans. Mais en fait, notre santé est de plus en plus, on révèle de plus en plus que notre santé est liée au reste, à la vie du sol, à la qualité de notre eau, à la qualité de notre air, au système naturel qui nous entoure, qui régule le climat, qui nous permet en fait de bien se développer. Si dans l'histoire de la vie humaine, la période, je vous parlais du néolithique, il y a 10 000 ans, c'est ce qu'on appelle l'Holocène, c'est vraiment une période extrêmement stable sur le plan climatique, où si on faisait une culture une année, l'année prochaine, on savait que les conditions allaient être la même, donc on a pu travailler les semences et autres. Là, le climat qu'on est en train de changer, il est dans une période très, très incertaine. Donc, on ne sait pas trop comment ça va être à l'avenir, mais ce qu'on sait, c'est que ça va bouger, ce ne sera pas ça. Donc, voilà un petit peu le fait que, en tant qu'étudiant en médecine, que médecin, on mélange un peu tout ça et on essaye de voir ce que ça peut donner à la fin. Est-ce que ce sera un bon gâteau? Et on voulait donner l'exemple d'une étudiante en médecine qui est en ce moment en train de préparer son ECN, elle est en 6e année, qui est à Montpellier. Donc, c'est Marie, qui explique qu'en fait, qu'elle a envie, elle, de devenir un médecin qui se contente pas de guérir les symptômes qu'elle a engendrés par les phénomènes qu'on vient de vous énumérer, mais qu'elle aimerait aussi agir sur les causes pour se sentir un peu moins impuissante et que pour elle, le grand défi de la médecine aujourd'hui, c'est justement cette prise de recul, adopter un point de vue plus large et systémique, c'est-à-dire au lieu d'envisager les parties isolément, comprendre les liens qui relient les parties. C'est la pensée complexe, c'est la pensée systémique, parce qu'on est confronté à des défis qui vraisemblablement vont nous secouer, peu importe où on est et ce qu'on fait. Donc la santé planétaire, elle se situe là. Elle se situe à l'interconnexion des cercles entre ce que nous apprend les neurosciences, l'oncologie, et ce que nous apprend les sciences naturelles, aussi les sciences humaines et sociales. Donc, comment c'est un domaine scientifique et social en fait qui évalue les liens, les relations entre notre santé et notre environnement global. Et on voulait vous donner des petits exemples de stratégies cliniques pour parler santé planétaire au cabinet. Donc, excusez ma traduction. Donc, par exemple, la colonne de gauche, elle représente les personnes qui sont les plus vulnérables aux risques climatiques. Donc, par exemple, pour la chaleur, ça va être les personnes isolées socialement, les personnes âgées, les athlètes, les personnes qui travaillent dehors. Et un exemple de message qu'on peut leur faire passer, c'est que voilà, on voit de plus en plus de canicules chaque année dans notre région et que c'est lié au changement climatique et que ça peut être dur pour les personnes, si par exemple on parle à une personne âgée, pour les personnes plus âgées qui ont d'autres problèmes. Et est-ce qu'on peut discuter avec vous de quelles solutions s'offrent à vous pour justement pallier à ça? À quel endroit vous allez pouvoir aller pour être plus au frais, pour vous sentir mieux? Quelles personnes vous allez pouvoir prévenir si ça ne va pas? Pour les personnes qui sont plus à risque allergique, ça va être de leur expliquer que les pollens en ce moment sont beaucoup plus présents dans le climat dans l'air, et que c'est lié au changement climatique. Et qu'on peut leur donner des sites de surveillance du risque allergène en leur expliquant de ne pas sortir au moment les plus à risque. Pareil pour la pollution de l'air, il y a des sites qui surveillent ça. C'est maintenant indiqué sur la météo de l'iPhone, je ne sais pas si vous avez vu. Ils indiquent la qualité de l'air à l'endroit où on se situe. Donc, ça peut être de leur dire d'aller faire leurs courses à d'autres moments, d'éviter de sortir à ces moments-là. Pour les événements extrêmes, c'est pareil, c'est leur expliquer les conséquences que ça peut avoir sur leur santé et leur proposer des solutions, et notamment par rapport à la qualité de l'air. Est-ce que vous avez des questions? J'espère qu'on ne vous a pas assommé. Ça peut être violent, mais voilà. Chouette cheval, ce que vous avez aussi entre ce passage et un autre. On peut échanger avec vous, on a débordé, on a pris plus de temps dans les échanges, donc je crois qu'il vous reste plus longtemps pour profiter de la pause avant d'enchaîner. On a, je crois, moins de 10 minutes, il me semble.
Il est 23, c'est jusque 30. Donc, soit on reprend le Wood Flap pour voir un peu. Bon, on va faire ça peut-être et on échangera en même temps. Moi, j'avais une question, parce que vous parlez de formation, est-ce que vous avez des exemples pour les formations Ouais, il y a un UE qui est fait à Lyon par une rhumatologue et d'autres médecins pour les étudiants. Donc, c'est un UE libre et on est en train de préparer une formation continue. En fait, on a fondé une asso transdisciplinaire et on est en train de travailler sur un axe qui est celui de sensibiliser et de former. Donc, le contenu scientifique, théorique, tout ça, c'est bien présent, c'est pas le problème, c'est le mettre en forme, le vulgariser et le faire rentrer dans les facultés. On a des résistances au niveau des professeurs universitaires, ceux qui maintiennent le socle des connaissances en médecine, qui n'aiment pas trop que ça bouge. Donc, on a des résistances à ce niveau-là. Donc, c'est franchement pas évident. Ils ont un état d'esprit où ils ne raisonnent pas comme ça. Donc, on a du mal à faire émerger ces sujets. Mais en tout cas, on fait des conférences. On est en train de traduire un MOOC en ligne sur soins primaires et santé planétaire. Donc, c'est très, très spécifique à la médecine générale, avec 8 chapitres qui expliquent les rôles et les actions. Il y en a vraiment des centaines possibles. Les conséquences sur la santé de tel ou tel. C'est très, très concret, avec des exemples précis, tout ça. Alors là, c'est sur le site de Sao Paulo. Donc, c'est un MOOC en anglais, mais qui est hébergé à Sao Paulo. On a vu la déclaration tout à l'heure. Et nous, on s'est accaparé ce document. C'est la Planetary Health Alliance, qui est la maison mère, qui est à l'origine avec la WONCA. Donc, c'est en anglais, donc c'est limitant, en fait, une formation en anglais. On est en train de la traduire, on a un groupe de travail là-dessus, avec les auteurs du MOOC. Ça va être disponible pas tout de suite, d'ici quelques mois. Je vais vous écrire la référence. C'est quoi l'association? C'est l'Alliance Santé Planétaire. On a un site, je crois qu'on a un site internet qui s'appelle l'alliancesantéplanétaire.org. On a les réseaux sociaux aussi. Il y a le collège de médecine générale, pareil, vous pouvez aussi intégrer. Et sur le CMG, le site du CMG, vous avez une page santé planétaire avec déjà une vingtaine de rôles et actions possibles. Ça va au cabinet éco-responsable, réduire les déchets, prescrire de manière beaucoup plus raisonnée. La meilleure prescription, c'est celle qu'on ne fait pas, en fait. Mais bien sûr, des fois, il y en a évidemment besoin. Donc, c'est pas dire de pas prescrire, mais c'est prescrire de plus en plus intelligemment en prenant en compte ces aspects-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formation? Il y a beaucoup de formations. Oui. Il y a un mot sur la plateforme. Oui, c'est ça. Il y a un MOOC là aussi, Anthropocène et santé, qui parle beaucoup de ça. Il y a un MOOC par les Québécois également sur climat et santé qui est bien. Je vous filerai, j'ai le diapo d'Alicia Clot, qui est une médecin généraliste qui donne des cours aux étudiants. Et elle a 3-4 diapos avec, je te les transmettrai, je crois bien, avec les formations, les ressources et les formations possibles. C'est très riche. Je vous les donnerai plutôt que d'essayer de les énumérer là. Donc, en fait, on voulait peut-être reprendre avec vous, mais on n'est pas obligé. Il reste 5 minutes. On peut peut-être plus échanger, c'est plus vivant. Faire un petit brainstorming comme ça. Au centre de Transco, c'est qu'on a formé un groupe de thèse pour les étudiants et internes. Justement, on a fait des travaux notamment donc là, il y a les premières bases qui sortent, c'est pas la santé sanitaire, c'est les rôles des généralistes. Moi, ma thèse, c'est éducatif. J'essaie de prendre en place, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font déjà, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Il y a une thèse sur le changement de santé, une thèse sur la condition de santé. La question, en fait, c'est que sur l'entretien.
Il y a le bloc. Il y a un réseau de réseaux sur l'anti-résistance, mais aussi spécifique à l'anti-résistance. C'est un peu la dimension que je vais avoir avec le synthèse de justement, un petit peu de Mais ouais, nous, c'était ça. En gestion, dans la société civile, je stockais cette information. Mais on sort un peu de notre confort. On voit qu'il y a des silos qui se créent et on est en train de faire tous la même chose au même moment. Donc, quelque chose qui soit visible, qui s'organise. C'était le but de l'association aussi, parmi d'autres buts. Mais ouais, c'est pas évident. C'est chouette. C'est un team au courant des thèses. Je pense qu'on a, c'est pas cette information externe, on a une fois comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas des tiers on le sait, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à agir. Et clairement, moi, dans ma vie, les actions en place, et par contre, au cabinet, en fait, c'est tellement, on est tellement dans un système que si on ne fait pas bloc, on fait si on fait ça, on ne fait pas bien. On y arrive pas. Moi, j'essaie de faire des choses, mais je ne suis pas dépendante de la production de médicaments ou des demandes des gens. C'est aussi cette chose intégrée. Et peut-être avant de recherche, peut-être ça serait sur l'organisation, peut-être avoir une action, mais comment on arrive à s'embêter à l'échelle. Oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est pour ça que je suis sur le terrain et le pratique, c'est général. On passe sans en plus de contraintes qui sont liées aux habitudes pour remplacer. Donc c'est très dur de trouver l'espace, c'est très dur de se rendre compte que le cadre est rigide, de l'application dans les motifs, des motifs à pouvoir découler sur un conseil de sensibilisation par rapport à ces sujets. Il y en a plein en fait, mais c'est changé de. Au cabinet, il y a un donner des conseils sur un des je vais pas exploiter, mais ça, c'est une famille qui est chère. Je m'intéresse sur sa thèse. Et c'est là que j'ai installé la haine et continuer à faire continuer à l'implémenter, à pour l'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place il y a un guide de Gaspard Prévost, la santé planétaire en cabinet, par de l'astuce. C'est encore dispo, des exemples aussi dans le par exemple, ça principalement. Des arts, en entière, on peut bien faire, c'est ça. C'est longtemps un sujet de texte. Pour aider à tout ce qu'on fait au quotidien, on reçoit aussi un mail toutes les semaines d'interne pour les aides, pour un directeur. Alors, je posais ma question initiale parce que j'avais envie de est-ce que tu sais, est-ce que vous savez s'il y a des enseignements qui sont déjà proposés, deuxième cycle, troisième cycle, sur ces thématiques sans être forcément exhaustif, mais est-ce que ça je sais qu'il y a des DU, alors plus santé environnementale, c'est-à-dire
les conséquences de l'environnement sur la santé humaine et également le côté co-bénéfice. Il y en a un à Nice, qui est une des membres de notre association. Et c'était à Montpellier, ouais. Il y en a plusieurs des début, en tout cas, pour le troisième cycle. Et en deuxième cycle, c'est pour les. Du coup, ça arrive vachement quand on fait la cantine. Oui, c'est ça. Il n'y a rien inclus à votre connaissance À Lyon. dans les Si, à Lyon, avec une professeure universitaire qui s'appelle Marine Sarfet, peut-être quelque chose, qui est rhumatologue et qui apprend ce projet. La deuxième chose pour la recherche, effectivement, c'est parce que c'est thématique. Maintenant, on se sent concerné sur une star générationnelle, mais je pense qu'il y a des anciens aussi qui ont sensibilité à ça. Mais effectivement, je pense qu'on multiplie, on en fait vachement du constat, donc là, on fait plus que temps dans une difficulté d'action. Parce qu'on va réfléchir aussi, nous, en tant qu'universitaires, pas que le cabinet, moi, c'est une question que j'ai eue, simplement parce que c'est une caractère de mon perso, le changement, j'essaie de le faire le plus possible. Au cabinet, en fait, je suis dépassée quand je vois, ne serait-ce que le matériel de bureautique, médical, les spéculums en plastique, les trucs, l'éco en séché qui du coup, j'ai décidé, je serai désolée, perso, de me faire accompagner là-dessus. J'ai fait une formation à titre perso sur tout ce que vous avez vu sur plusieurs semaines. Et en fait, je lui ai demandé si elle pouvait venir faire une espèce d'audit au cabinet, de voir comment on pouvait réduire, ne serait-ce que dans le matériel. Alors là, elle ne va pas du tout s'intéresser à mes pratiques de prescription, parce que c'est un secteur en extérieur, mais ne serait-ce que le secrétariat, de consommation, en fait. Parce que moi, j'ai moins la foi de me pencher, parce que, et surtout d'avoir un œil extérieur pour en parler avec mes associés, qui sont tous portés sur la thématique de là. Et, voilà. Et à part, je me disais, il y a vraiment un éco-label, une charte éco dans les cabinets à développer. Je ne sais pas si ça se fait. C'est le docteur Alice Barra qui un bouquin qui vient de sortir, Guide du cabinet de santé pour responsable. Il fait 330 pages, il est hyper dense sur tous ces aspects-là. En tout cas, nous, on a peut-être mal évalué notre public alors aujourd'hui, parce qu'on voulait vraiment vous faire découvrir ces notions en disant peut-être que c'est pas encore très connu. Et, on aurait pu complètement insister sur l'aspect très concret du médecin généraliste et faire tout ça pendant une heure. On a la documentation, on a d'autres diapos qui font ça. Donc on aurait peut-être dû tâter le terrain. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en fait quasiment beaucoup, c'est connu, c'est une nouvelle présentation de choses connues, d'accord, mais c'est ça en fait. Un peu. Ça, c'est différent. Cette année, il y a un nouvel indicateur qui s'appelle on regarde on l'a donné, on a les différents mais on va essayer de question à la santé. On va tous faire un question par moment. De sans savoir. Avec des télés dans la Ah, c'est génial. Ça fait plaisir. C'est le début de ma question. Je me demande si vous étiez en contact avec les défenseurs de différents problèmes de territoire. Parce qu'on a toujours ce problème d'interdiscriminalité aussi. Mais je pense à des organismes qui peuvent générer sur la qualité de vie. Et il y a des choses locales. Il y a des endroits, clairement, il faut avoir le profil. Ça, personne ne sait pas. Je pense que les médecins nous le disent. C'est intéressant d'avoir ces endroits. Parce que nous, on n'a pas accès social. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ARS qui. Je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience de travail avec l'ARS. Ouais, si, même au niveau, vous parlez de la structure rigide de la tarification à l'acte. Voilà.
dépend de ses besoins. En tout cas, on travaille avec la CPAN pour faire une forme d'opération d'organisation. On a des moments où des centres pour faire la prévention, qui soit dédiés, qu'ils se passent assez par le temps, qui parlent en tarif. En fait, on peut efficacier idéal pour ces sujets pour la structure rigide. C'est le lien. Mais c'est vrai qu'il y a voilà. À l'année prochaine, Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et ben, merci. Merci. Si vous voulez voir, il y a quelques bouquins en rapport. Et il y a le premier livre bleu là, on est en train de lire avec l'édition Route d'échiquier. Ce sera un des premiers supports francophones sur la santé moderne. C'est un bouquin scientifique qui est poussé comité de droit de lecture, etc. Voilà, vous pouvez feuilleter, là il est en anglais. Merci. Je vous propose une pause de 10 minutes. Et puis, ensuite, ici, l'atelier thèse. Direction thèse en recherche qualifiée, c'est dans l'autre. C'est avec la ouais, c'est avec l'association. Et après, dans notre association, on va faire la Sein de chaque collège, et ça permettrait de ne pas rajouter un lien peut-être transversal entre un marché connecteur, des indicateurs qui traversent les journées, les indicateurs qui comme ça. Je vais le faire avec ouais, c'est ça. Alors, on a au sein de l'association, on a une association comme ça sur la tu veux celui-là? Un lien pour des maternelles qui connaissent c'est un Aïcha, tu me sens à l'atelier. Non, mais finalement, je vais, comme je t'avais dit, il y aura peut-être une autre session. Parce que j'ai aussi envie de ok, d'accord. Ça marche. Pas de problème. Parce qu'on avait un participant. Qui a changé. Ouais, on a switché. Après, je ne sais pas si c'est possible. Oui, tu changes. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Mais ouais, c'est possible. C'est possible. C'est bien. C'est encore deux minutes. C'est ça qui se passe. On a peut-être Si, c'est gentil. Ah oui, oui, c'est vrai. Enfin, il faut l'accompagnement professionnel. En fait, tout, c'est